Tribune Nord, l'émission où l'on revisite l'actualité footballistique de Lille, de Lens et de Valenciennes. Tribune Nord, une émission animée par votre serviteur et par Jean-Marc Devray, non pas Maxime Lictevoot, de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Oui, bonsoir Christian. Donc avec nous autour de la table, que des habitués. Donc on commence par peut-être le plus fidèle, c'est Benoît de Kevoïdé, qui est journaliste à Médiacité, mais aussi à France Bleu Nord. Bonsoir. Il était, lui, déjà là la semaine dernière. C'est Cédric Van Goten, agent de joueurs. Donc sa présence s'impose puisque c'est ce soir la fin du mercato. Il y a beaucoup travaillé ce week-end. Est-il riche ? Voilà la question. On le saura dans quelques minutes certainement. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et eux, ils font leur entrée tous les deux. Donc François Lenay, journaliste à 20 minutes. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Et puis Tony Giorgito qui nous revient comme souvent tout bronzé. Je vous rappelle que c'est un ancien joueur. Il est déjà naturellement, mais là c'est un reproche amical. Mais là, ça l'est quand même particulièrement. Donc, la côte d'Opale. Tony Giorgito, oui, voilà, comme quoi il fait toujours beau. Donc Tony Giorgito, je rappelle, même si on le connaît bien, ancien joueur et ancien directeur sportif du LOSC. Bonjour à tout le monde. Et heureux de vous retrouver. Voilà, donc on connaît le casting. Christian, alors quels seront les thèmes de l'émission ce soir ? Ça va être ça, mais je vais vous dire ça en 3 phrases. Valenciennes qui rit, Lille qui pleure, et Lens, on ne sait pas encore, mais on saura bientôt. Voilà. Maintenant, c'est les cartons avec vous. Voilà. Tribune Nord, les cartons. Alors, je vous rappelle rapidement le principe. Un carton bleu pour un coup de cœur, un carton rouge pour un coup de gueule, on peut le dire. Donc, on commence bien par vous, Christian. Alors, votre carton, à qui ? Alors, j'ai changé mon carton, mais je ne veux pas dire à qui j'allais le donner, mais j'ai eu un coup de cœur et je l'avais oublié. Vendredi soir à Valenciennes, j'étais à Valenciennes, victoire de 1-0, 4e victoire consécutive. Et j'ai eu un coup de cœur pour Teddy Chevalier. Teddy Chevalier qui a bien bourlingué, qui est Denain, qui vient de son club où il a joué très jeune. Il a joué à Cambrai, il a joué à Denain à Cambrai. Il est parti faire une carrière en Belgique, qui a été en Turquie. Et il est revenu à Lens. On lui avait promis qu'il y avait sa place. L'entraîneur de l'époque, que je ne nommerai pas, lui avait dit tu vas voir, c'est le gars qu'il nous faut. Il n'a pas joué. Il a fait 3 matchs. Mais pourquoi vous le nommez pas, l'entraîneur ? Parce que il est parti, il n'est pas encore là. À la limite, je ne veux pas faire mal au cœur à un ami à nous que je ne nommerai pas non plus. Bon. Voilà. C'était à la Casanova, l'entraîneur, je crois. Voilà. Et donc coup de cœur à lui, parce qu'il a marqué le but de la victoire, mais c'est pas que pour ça. C'est que là, il est en train de s'éclater, quoi. Je lui dis, vous avez changé, mais bah oui, j'ai changé, parce que maintenant j'ai envie, alors qu'avant j'avais plus envie, on m'avait pas fait confiance, et donc ça m'a fait plaisir. Ce garçon m'a fait plaisir, je le connais pas. Hein. Voilà, donc coup de cœur à Teddy Chevalier, et bravo à lui qui continue. Voilà, c'est d'ailleurs un garçon qui est originaire de la région, je crois qu'il est de Denain. Puis Denain, il est de Denain. Voilà. Et donc il vient de pas très loin, puisqu'il vient de Courtrai. Voilà, donc un carton bleu. Pour vous, Benoît, ce sera à quelle couleur ? Moi, je vais mettre un carton bleu cette semaine à José Fonte, le défenseur central du LOSC. Déjà, j'ai toujours dit dans cette émission que j'aimais beaucoup ce joueur. Je le trouve élégant, je le trouve professionnel. Il n'y a pas une bonne note. Très impliqué. Oui, mais je le trouve très professionnel, très impliqué dans l'esprit. Voilà, puis il a une carrière qui n'a pas grand-chose à prouver, à envier aux autres. Il est international, bon bref. Mais je trouve que déjà sur le terrain à Reims, il a été bien. Alors effectivement, c'est lui qui occasionne la faute, qui amène le pénalty, mais il dit après en conf de presse que c'est le football d'aujourd'hui. Il s'est fait, l'attaquant rémois a parfaitement bien joué le coup en cherchant la faute, que c'était à lui à ne pas la commettre. Mais il a aussi eu une analyse après le match sur le manque d'investissement, notamment sur le plan offensif, sur l'état d'esprit lillois qu'il faut retrouver rapidement. Je trouve que ce garçon est toujours dans le détail, dans la positive attitude, et puis toujours gentleman et toujours ouvert à s'expliquer. Bravo, José Fonte. Effectivement, c'est un joueur à qui on rend souvent hommage dans cette émission, notamment pour ses rapports avec les journalistes. Cédric Van Goten, votre carton, ce sera à qui ? Un carton rouge au LOSC aux 2 visages. Un peu le match de cette semaine contre Saint-Etienne, et puis on peut dire un peu tout l'inverse à Reims hier, avec une mention particulière pour Yazici, où c'est pas pardonnable de prendre un carton. Enfin, 2 cartons jaunes comme ça en 10 minutes sur un match où on est encore à 0-0. Puis 35% de ballons perdus, c'est pas possible. Pourquoi vous êtes triste en disant ça ? Quand je vous regarde, je suis pas triste, je suis fatigué. Je vais reprendre une vieille phrase. J'ai perdu une quinzaine. Ouais, Tony a connu, on disait dans le temps, t'as perdu de quinzaine ? Non, tout va bien, je vous rassure. Non, un petit peu de fatigue, mais vivement ce soir.
Effectivement, c'est un peu le LOSC aux deux visages. François, votre carton ? Un carton bleu à Damien Perkis qui a quitté Valenciennes la semaine dernière pour un prêt dans un club des Néerlandaises, et je trouve qu'il a été très classe depuis le début dans cette histoire. C'est quand même un gardien qui a sauvé plusieurs fois la peau du VFC ces dernières saisons en faisant des arrêts décisifs en leur permettant de se maintenir plusieurs fois en Ligue 2. Tout le monde a été un peu surpris de voir qu'avec l'arrivée d'Olivier Guégan, eh bien, il y a avoir un changement de gardien puisque Perkis était quand même assez irréprochable. Il était passé 3e gardien. Il était même passé 4e gardien. On l'a pas entendu se plaindre. Ouais, il s'est pas épanché dans la presse, il aurait pu, en disant que c'était injuste, voilà. Il s'est tué. Et au final, pour mettre un message sur le site du club au moment de son départ, en remerciant tout le monde, en disant qu'il avait passé des super années à Valenciennes, en saluant l'entraîneur, le président, enfin bref, ses concurrents au poste de gardien. La grande classe pour un gardien qui aura fait beaucoup pour Valenciennes ces 3 dernières saisons. Donc voilà, je voulais le saluer parce qu'il aura été classe vraiment jusqu'au bout, et c'est de plus en plus rare dans ce monde du foot. Je suis pas étonné de sa part. Vous voyez que c'est un garçon de classe, mais c'est bien de le signaler d'ailleurs. Moi, je lui ai envoyé un petit texto. D'ailleurs, les supporters lui ont rendu hommage en l'applaudissant à la 16e minute, puisqu'il portait le numéro 16. Donc, Tony, votre carton ? Moi, un carton bleu, un gardien de but encore. Hier, j'étais voir mon petit-fils jouer avec le VAM à Touflers. Et est arrivé le gardien remplaçant du Racing Club de Lens. Je crois que c'est Didier, son prénom, Després, qui était brillant contre Clermont en Coupe de la Ligue, et qui a été formé donc au club du VAM, et qui n'a pas oublié son ancien club et ses anciens partenaires. Et il a assisté pendant 1 heure, il était au bord du terrain à regarder ce match. Donc c'est bien que de temps en temps, des pros se souviennent de où ils viennent et de rendre un petit peu la monnaie. D'autant qu'il n'y a pas 10 000 ans entre le moment où il est parti du VAM et le moment où il joue à Lens. Non. Il est jeune. Il a 20 ans, il est comme un petit-fils, il est parti il y a 4 ans. Il avait 16 ans. Oui. Il a fait toutes les sélections de jeunes. Beau gabarit. Puis il a été prêté l'année dernière à Drancy, il a fait un bon truc. Au moins, il a joué. Là, il se retrouve 2e gardien et demi avec... Visconzini. Donc c'est une situation, mais voilà, donc un carton bleu à ce jeune gardien, Després. Voilà, puis donc le dernier carton, ce sera moi. Je décerne, ce sera un carton bleu à l'USL Dunkerque, tout simplement par son remarquable début de championnat. Super. 5 matchs, 5 victoires. Les Dunkerquois caracolent en tête du championnat national avec déjà 4 points d'avance sur Pau. Leur objectif au départ, c'était le maintien. Donc ils pourront certainement avoir d'autres objectifs, surtout que leur stade Tribu est en train de se reconstruire. Alors pourquoi pas les retrouver un jour en Ligue 2. En tout cas, on peut rendre hommage à l'entraîneur Claude Crobat qui est arrivé en catastrophe l'an passé. Le club a frôlé la relégation, ça fait 2 années de suite, et cette année ils sont en tête. C'est vraiment très intéressant. Et même Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, devient supporter du club. Il n'était pas vraiment au début. Avec un stade Tribu qui va être refait à neuf. Oui, il faut un petit peu de monde, 1300 personnes. Voilà. En 2020, je pense qu'il sera terminé. Juste une petite anecdote, j'ai vu sur les réseaux sociaux des supporters lensois qui disaient l'US Dunkerque sera en Ligue 1 avant le Racing Club de Lens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà. Les enfants de Jean Bart vont coiffer au poteau les enfants de la Gaillette. Peut-être. Voilà, Christian, on va pouvoir attaquer maintenant le premier thème de l'émission. Oui, et le premier thème, c'est Valenciennes qui a eu 4 victoires consécutives. Tribune VAFC. Alors, je m'adressais... D'abord, je suis très heureux. J'ai vu Cédric la semaine passée, mais je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, François. C'est vrai. Vous m'avez manqué beaucoup. Oui, moi, je pense souvent à vous. C'est gentil, ça me touche. Au monsieur qui va devenir papa pour la 2e fois. Exactement. Incessamment sous peu. Oui, d'ici 2-3 semaines. On pense tellement à vous qu'on vous envoie des petites vidéos des stades avec notre ami Christian. La décence m'empêchera de révéler ce qu'il y avait dedans, donc voilà, ça va rester entre nous. Alors, François, de mémoire, en plus, vous avez écrit un livre sur Valenciennes, sur l'histoire de Valenciennes. 4 victoires consécutives, il y a longtemps que ça n'est pas arrivé. C'est simple, la dernière fois, c'était l'année de la remontée de Valenciennes en Ligue 1, donc saison 2005-2006. 2005, c'est un peu plus récent, 2005-2006. Donc avec Antoine Comboiré. C'était il y a 14 ans, et c'est vrai que alors moi j'étais au match vendredi, mais en tribune dans le COP avec les supporters, avec des copains, et j'ai vu une ambiance que j'avais pas vue depuis longtemps à Valenciennes. Et aussi beaucoup de réactions des supporters qui se disaient il y a un état d'esprit, c'est une équipe qui se bat, on est en train de retrouver notre VAR.
tourner, hein, c'est ce que disent les supporters. Et c'est vrai qu'on voit une équipe de mort de faim qui ne lâche rien, qui défend surtout très bien. 3 buts encaissés depuis le début de saison. On se rappelle que la saison dernière, c'était le vrai problème de cette formation, c'était sa défense. Tout a changé cet été. Tout le monde s'est inquiété en se disant, avec une équipe complètement renouvelée, un nouveau coach, on ne sait pas où on va. Et finalement, la réponse au bout de 6 journées, elle est plutôt positive, même si évidemment, à Valenciennes, on est content, mais personne ne s'enflamme parce que l'histoire récente prouve que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, mais pour l'instant, tout va bien. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est ça qui me surprend. Un nouveau coach et un effectif renouvelé, je crois, à 80%. Hein. Oui, c'est ça. Un effectif renouvelé à 80%. Et alors, il y a un autre truc qui me surprend aussi. Et en plus, on ne va pas préciser, un club qui n'est quand même pas, qui dépense pas des 1000 et des 100 pour recruter, ils font pas de sous. Alors qu'il y en a qui n'ont pas, et on citera pas de nom. Il y a des clubs qui courent après le résultat et qui, pour se rassurer, achètent là, ils empilent. Il faut quand même dire quelque chose, ces Valenciennes ne peut pas faire de transfert. C'est-à-dire qu'ils sont encadrés au niveau de la masse salariale, ils n'ont le droit de prendre que des joueurs prêtés ou libres, c'est-à-dire en fin de contrat. Donc ce ne sont que des paris. Et pour l'instant, tous les paris pris par Olivier Guégan, son staff, le président, l'équipe du recrutement, s'avèrent payants. C'est le recrutement, c'est là où se joue votre saison. Et à Valenciennes, c'est d'autant plus le cas que quasiment toute l'équipe a été changée. Donc il y a des joueurs qui se révèlent. Il y a des paris de relancer un joueur comme Baptiste Guillaume. Il y a le retour de Teddy Chevalier, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a des joueurs complètement inconnus qui sont en train de devenir des mascottes comme Cécile Almeida au milieu de terrain avec son style si particulier. Il y a des joueurs que Valenciennes a gardés. Un vrai poumon. Et des joueurs que Valenciennes a gardés alors qu'il voulait les vendre. Je pense à Julien Masson qui amène toute son expérience malgré son jeune âge au milieu de terrain. Et une défense surtout qui s'est complètement solidifiée avec Spano qui est un ex de Grenoble trouvé par Olivier Guégan, Brassier qui est une vraie révélation aussi, et il y a les anciens comme Dos Santos. Enfin bref, tout pour l'instant est en train de bien fonctionner. Et il y a j'allais l'oublier, Jérôme Prior, le gardien. On se disait VA prend un risque en se séparant de Perkis, en prenant Prior, on ne sait pas ce qu'il vaut. À chaque match, il fait un arrêt décisif. Pour l'instant, Paris réussit. Un mot sur Olivier Guégan qui devait venir, qui devait être là aujourd'hui. Il est parti en vacances. C'est la trêve, il en a profité un peu. Il sera là la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que normalement, la semaine prochaine, c'est Philippe Montagnier qui doit venir. Donc, je suis en train de caler tout ça. Mais on aura les deux coachs, les deux coachs la semaine et les prochains. René Girard, il vous a fait le coup pendant 2 ans. Hein. Vous nous l'avez annoncé tous les 15 jours pendant 2 ans, il n'est jamais venu. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non, Olivier Guégan, il me l'a dit. Il faut noter cette remarque. Et Philippe Montagnier me l'a dit aussi. Absolument. Donc, voilà. En 2014, mais il l'a dit. Maintenant, c'est plus facile pour Olivier Guégan de venir que Philippe Montagnier en ce moment. On va parler de Lens tout à l'heure. Alors juste pour rebondir sur ce que disait François, notamment sur l'homogénéité de l'équipe, c'est qu'on constate, c'est qu'effectivement il y a 3 joueurs qui ont joué les 6 matchs jusqu'au début. C'est Laurent Dos Santos qui est aussi le capitaine, c'est Jérôme Prior, le nouveau gardien, qui effectivement se révèle vraiment ses qualités. Et puis donc Maxime Spanouraou, qu'on ne connaissait pas vraiment, même s'il jouait à Grenoble. Et puis pour montrer un petit peu que toute l'équipe est concernée, je dirais par le jeu, tout simplement, c'est qu'en fait, il y a 5 buteurs déjà qui sont manifestés. Un seul buteur à 2 buts, c'est Teddy Chevalier. Ouais. Donc ça montre qu'il y a quand même 3 passeurs à 1 passe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un joueur qui tire l'ensemble, c'est toute une équipe qui joue. Et François, vous parliez du public, et c'est vrai que moi j'ai déjà taclé, même si j'ai quelques petits copains là, dans le public, mais j'ai déjà taclé le public de Valenciennes. Là, le public, vous y étiez, m'a surpris. Mais il y avait vraiment une bonne ambiance et tout. Mais c'est normal qu'il y ait que le public est content. Avec le jeu qui est en train de déployer Valenciennes. Vous avez vu les courses qu'on a vues et tout, c'était incroyable. Il y a aussi un changement, justement, on parlait du public. Cette année, il y a un groupe de supporters qui sont les Roysters, qui est un des groupes les plus importants du club. Les Roysters, quoi. Bonne question, on me l'avait dit, mais je m'en rappelle plus. Ouais, mais je m'en rappelle plus. Donc on leur demandera. Enfin bref, les Ultra Roysters ont décidé de se mettre dans un virage pour donner plus d'ambiance. Ça permet aux 2 copes de se répondre. Et on l'a vu, on sent très vite la différence. C'est-à-dire, vous avez le cop latéral qui est resté là, et le groupe des Roysters qui s'est mis derrière un but, ce qui n'était pas le cas depuis que l'équipe joue au Stade du Hainaut. Et l'air de rien, ça donne une nouvelle ambiance plutôt sympathique. Et en plus, les résultats suivent. Tony. Moi, je voudrais rajouter un mot parce que l'année dernière, j'ai souvent critiqué la défense de Valenciennes. Et je disais que, par expérience, on ne peut pas faire une bonne saison si on a une défense gruyère. À partir du moment où l'entraîneur Guégan, qui n'était pas un grand joueur, qui était un généreux,
Oui, plus jeune que moi, mais je l'ai connu comme joueur. C'est quelqu'un qui payait de sa personne pendant 90 minutes, qui était généreux. Donc je pense qu'il a bien travaillé le secteur défensif, parce que lorsqu'on n'est pas vraiment le Paris Saint-Germain, il est indispensable d'avoir une défense solide, rugueuse, et qui tient la route. Et Valenciennes a bien travaillé avec un bon gardien de but. Bon, on n'a peut-être pas donné complètement sa chance à Bordeaux, où à chaque fois on épiait l'erreur qu'il pouvait faire, etc. Tandis que là, il est en confiance. C'est un bon gardien qui va encore progresser parce qu'il est relativement jeune. Puis bon, le Masson qui est resté avec un transfert avorté et deux attaquants qui ont beaucoup de choses à prouver. Et qui a gardé le Valenciennes. Revanchard les deux. Guillaume, moi j'étais surpris que le LOSC le prenne il y a 5 ans, surtout au tarif. Et j'avais même dit Rodman. J'ai même dit Rodman qui n'a pas marqué 4 buts parce que vous l'auriez acheté combien? Il avait marqué 2 buts dans la saison, je l'avais trouvé qu'il avait payé très cher. Et tout le monde y croyait. 4,5 millions. Tout le monde y croyait comme dur comme fer. Bon, mais là, il va devoir se relancer parce qu'il est allé à Angers, il est allé aussi à Strasbourg. À Nîmes, ils l'ont pas gardé. Là, c'est ça où il passe la frontière pour aller à Beveren. Donc c'est un bon concept qui a été fait à Valenciennes. Mais vous parlez de ce côté revanchard, c'est aussi ce qui permet à cette équipe aujourd'hui de s'affirmer là où elle est aujourd'hui. C'est que des paris, des joueurs qui ont quelque chose à prouver. C'est ça qui est bien. Et pour se relancer, et ça se sent. Enfin, franchement, sur le terrain, on les voit, ils se battent comme des chiens. Alors. On va pas vendre l'Apollo avant de l'avoir tué. Ce qu'il faut dire, c'est que Olivier Guégan, il connaît ce genre de joueurs. C'est hargneux. Il a réussi un coup avec Grenoble. Il les a quand même fait monter en 2 ans du CFA à la Ligue 2. Je pense qu'il a quelque chose derrière la tête. Maintenant, évidemment, tout le monde s'emballe. 6e journée, 3e de Ligue 2. Il reste encore beaucoup de temps. Il y a un mercato qui se termine. Donc on va voir ce qui va se passer. On va terminer avec Valenciennes, justement, avec monsieur l'agent, pas l'agent de police, l'agent de joueur. Monsieur l'agent est là. On va terminer avec lui sur Valenciennes. Moi, j'ai téléphoné. On n'attend pas vraiment de recrues d'ici ce soir, minuit. Sauf que Olivier Guégan cherche toujours un latéral gauche. Ouais. Tu peux pas parler de moi? Gianquito, vous êtes trop vieux. J'en ai plus pour lui. Vous n'avez plus pour lui? Non. Il a tout vendu. Il y a comme à la base. Pour ça, il a le sourire là. Apparemment, ils n'ont rien bradé, sinon il serait parti à Valenciennes. Apparemment, c'était pas la braderie. Puisqu'on parle de Saliou 6 et puis que ça a été révélé il y a 1 heure dans l'équipe, et même un peu prématurément, puisque vous me faites vraiment vous avez vraiment l'attitude d'un gars qui a enlevé son étal à la braderie que j'ai vu là, et il y avait un grand sourire comme ça, il n'y avait plus rien à mettre dans la camionnette. Voilà. C'est la preuve que j'ai pas perdu ma quinzaine. Non, voilà, Saliou 6 c'est énoncé 1. Voilà, maintenant c'est fait. Il y a 1 heure, l'équipe l'a annoncé un peu trop vite, mais maintenant c'est fait. Saliou 6, l'ancien Valenciennois qui était prêté, qui était à Angers, qui appartenait à Angers, qui a été prêté à Valenciennes et qui était en contact avec Valenciennes. Qui devait aller, tout ça selon notre ami Cédric Van Gothème, et qui devait aller à Lens. Pour finir, il va à Marcel Picot à Nancy. Mais voilà, c'est assez incroyable d'ailleurs cette histoire de revirement des dirigeants lensois sur le dossier Saliou 6. Il n'y a pas tout à fait de revirement. Il n'y a jamais eu de proposition ferme, contrairement à Valenciennes, à Nancy ou à Troyes. Lens a toujours dit, avant, il faut faire partir 1 ou 2 joueurs du même segment. Dont Haïdara ou un autre. Et la place n'est jamais faite. Et nous, avec Saliou et les gens qui l'entourent, on pouvait plus entendre parce qu'ils ne voulaient pas retourner en jeu. À Nancy, ils vont faire une bonne affaire. Un petit mot sur le mercato, c'est peut-être pas encore terminé. Ils sont sur l'autre profil, Ali Abed, un jeune défenseur mauritanien, latéral gauche. C'est ce qu'on m'a dit. Il désespère pas de le faire, mais il ne faut plus traîner. Il reste 5 heures. Moins de 5 heures. Il est 19h23. On va changer de sujet parce que dans un quart d'heure, mon cher Jean-Marc, c'est votre revue du net. On va parler de quoi? Donc, je vais vous parler de 3 choses. Alors, la fin du mercato, on a déjà beaucoup commencé, puisqu'il fait frémir tous les sites spécialisés qui font du minute par minute. On va parler aussi d'un but d'un mot qui commence par AB. C'est un but marqué par Benjamin Pavard, donc je vous laisse deviner le mot. Et puis, on va parler aussi d'un ancien Valenciennois, c'est Renaud Coad, qui fait beaucoup parler sur les sites internet. On ne sait pas pourquoi, mais il est considéré comme l'anti-Verratti. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer, Christian, au deuxième thème consacré au LOSC. Oui, alors le LOSC, c'est le LOSC qui pleure. Tribune LOSC.
Alors, pour parler du LOSC, autour de la table, Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais, Benoît de Quevauvillers, Médiacité, Cédric Van Gotem, un agent de joueur heureux, j'ai jamais vu si heureux. Et fatigué. François Launay, un journaliste de 20 minutes heureux, qui vient de reprendre le travail. Et puis, mon bon petit retraité, Tony Gioquinto. Heureux, tout bronzé. Vous savez que je vous rejoins bientôt, hein. Ah bon, bah oui, bien sûr, bienvenue. On va faire du vélo ensemble. Ah bah oui, voilà. oui. Allez, on va parler de Lille. Alors, Lille qui pleure. Nous étions au match. Deux visages. Cédric, vous y étiez. Vous avez vu un peu le match. Ouais, c'est Lille à l'extérieur et Lille à domicile. Voilà, deux visages. Moi, je voudrais revenir sur le match de Saint-Étienne. J'ai été vachement déçu par Saint-Étienne. Ah mais ça, oui, non, c'est pas pour c'est peut-être les Lillois qui ont rendu. Non, c'est pas les Lillois. Je pense que lorsque dans une défense, il y a 3 joueurs sur 4 qui avancent plus, tu peux pas espérer faire un bon résultat. J'ai vu le match. Comment ? Tu parles de Loïc Perrin. Loïc Perrin que j'apprécie énormément. Mais là, je trouve que il peut jouer que sur un schéma à 2 stoppers et lui en couverture. C'est-à-dire 5 mètres derrière, il va coulisser. Collegezia, qui n'a jamais été rapide, c'est pas maintenant en vieillissant qu'il va être une flèche. Debuchy, beaucoup de respect aussi pour l'ancien Lillois. Mais tout ça, c'est des gens que, lorsque le ballon est dans leur dos, le temps qu'ils se retournent, et quand j'ai vu le match de Lille, j'ai dit, tant qu'ils vont en tenir, ça valait. J'ai dit, s'ils en prennent un, ils vont s'en prendre 3-4. Et ils devaient perdre. Ils auraient pu perdre 4-5-0 sans problème. Et M'Vila, il joue en marchand, M'Vila. Mais pourquoi ça marchait l'année dernière ? Attendez, messieurs, on est sur France Bleu Nord, on est pas sur ça marchait France Bleu Loire. Non, ça marchait. Non. Alors j'ai trouvé que Lille avait fait un bon match, mais sans faire rejaillir franchement des joueurs. Quand on regarde le match, le penalty de Lille, on peut pas dire qu'il soit à 100% valable. Osimhen, il m'a impressionné. Il t'a impressionné, les défenseurs, ils sont à 5 mètres de lui. Faut arrêter. La rapidité d'exécution du joueur. Les gars, attendez. Sur le but qu'il marque, il fait un contrôle orienté. Très bien. Et le défenseur, stéphanois, il fait même pas un pas sur lui pour le contrarier. Il a le temps d'aller à la buvette, de boire un verre, de revenir. Attends, ça c'est pas possible. J'ai eu des échos de gens. On a vu la même défense hier à Marseille. J'ai eu une discussion avec quelqu'un, je ne citerai pas son nom parce qu'il est impliqué dans le milieu sportif encore, footballistique. Alors je dis, je suis content que tu as la même opinion que moi, ça veut dire que j'ai encore une bonne vue et que je connais encore un petit peu parce que alors là, hier, pour revenir à Saint-Étienne, pour boucler, ils ont joué à 3, à 5 derrière. Parce que quand on joue à 3 derrière, c'est pas vrai, c'est 5 derrière, hein, ok, qu'on arrête de dire. Et Lille, on l'a trouvé, alors j'avais vu j'avais vu un Turc un petit peu voulant prouver son transfert. Son transfert ou son statut, vouloir tirer de 30 mètres. Et hier, je pense que la faute qu'il commet, c'est une faute de... Je veux dire, il a trop envie de vouloir vraiment s'imposer. Pour l'instant, je trouve que... Il l'était depuis le début du match, parce que j'ai dit à la mi-temps à Olivier Brochard et à Christian Palka, Yazice, il va prendre un rouge en deuxième période. Il était en retard sur toutes ses interventions. Je crois qu'il veut trop montrer et justifier le transfert... Tony, 35% de ballons perdus. Avec très peu de ballons joués, contrairement à Bamba et Ikoné. Et pratiquement aucun ballon gagné sur l'adversaire, contrairement à Bamba et Ikoné. Ça, c'est ça. Et Fonck, j'ai peur, pour vous dire, je l'apprécie, que des fois il est un petit peu court au point de vue vélocité. Il y a des matchs où il va coincer. Tony, un jour, il y a un défenseur central de Ligue 1 qui m'a dit, le foot c'est très simple en défense centrale, c'est un type ultra expérimenté et un gamin qui court comme un lapin. Diallo. Il a Diallo qui est là pour courir pour lui, et après si le travail défensif est fait devant, en amont, normalement, il doit pas. Il y a des matchs où ça va aller vite. Il doit pas. Et ça, il va falloir. C'est normal. C'est le poids des âges, de l'âge, comme on dit. C'est un très bon joueur. Attention, une carrière qui est exceptionnelle. Dernière, il fait une saison extraordinaire. Il a pas tout perdu contre Nantes. Je l'ai vu sur quelques déboulés des Nantais.
Moi, je vous trouve sévère parce que on va pas tout jeter. Non, pas du tout. Au bout de 4 journées, on a vu des bonnes choses du LOSC contre Nantes et contre Saint-Etienne, moins bonnes à l'extérieur, certes, depuis les début de saison. Maintenant, c'est une équipe qui a beaucoup changé. Renato Sanchez a pris ses marques, prend ses marques. Il y a CJ, l'air de rien, il prend ses marques pour aussi. Pour l'instant, Renato Sanchez, il est petit et gros. Bah voilà, non mais il va pas. Non mais il faut du temps. C'est une équipe. Un petit peu. Le LOSC doit être prêt. C'est un super joueur. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le LOSC doit être prêt le 17 septembre sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam pour lancer sa campagne de Ligue des Champions. Voilà l'objectif. Je suis pas d'accord avec toi, François. Si tu finis ton mercato le 2 septembre, mais je pense pas que l'objectif du LOSC ce soit la Champions League. Non, c'est pas l'objectif. Donc l'important c'est de ne pas perdre des points comme à Reims. Mais tu crois que les joueurs ils vont pas être motivés à Amsterdam par mais ils ont fait 2 déplacements qui ne sont pas parmi les plus compliqués. Reims, c'est pas. Amiens et Reims. Oui. Je les ai vus pendant une semaine au Touquet. Allez, d'ailleurs, justement, puisque je dois donner des statistiques, je vais simplement rappeler que Reims, c'est une équipe contre laquelle le LOSC a quand même souvent débat. Mes chefs, voilà. Alors, les statistiques, je vais les faire très simples. On constate que depuis le 14 juillet 2009, les deux équipes se sont affrontées. Il y a eu 15 matchs, 6 victoires depuis hier pour Reims. 5 victoires pour Lille et 4 matchs sur Lux, donc c'est toujours très serré. Exactement. Et donc je rappelle aussi que l'émission, vous pouvez la suivre sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Bleu. France 3, France Bleu Nord, je vais y arriver. Et vous pouvez poser vos questions. Voilà, alors malheureusement pas ce soir, puisque nous avons un bug informatique. Malheureusement, nous ne pourrons pas relayer les réactions des internautes. Comme la VAR hier. Voilà, exactement. Il y a quand même une petite chose qui m'a semblé très ennuyeuse hier. On a eu plusieurs joueurs en zone mixte après en interview. Donc Benjamin André, Jonathan Bamba, José Fonte, Ozinem et puis un ou deux autres. Des grands causeurs. Ce qui est assez incroyable quand même, c'est que alors c'était à chaud, bien évidemment. Après, ils revoient les matchs, ils débriefent avec le staff, etc. Mais il y a quand même des joueurs qui nous ont dit carrément le contraire de ce que le partenaire venait de dire. Par exemple, José Fonte nous dit on n'est pas assez présent au niveau intensité sur le plan offensif. Donc avec notre confrère Joël Dominguetti de l'équipe, on pose la question à Bamba, il nous répond pas du tout. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des analyses. Attendez, je termine. Il y a des différences d'analyse au sein des joueurs. Et José Fonte nous dit les prochains matchs, il va absolument falloir qu'on joue beaucoup plus sur les côtés. Si ça veut pas dire que Bamba et Ikoné ont fait un peu le même match qu'à Amiens et qu'ils sont dans le viseur de leur défenseur central, il faut qu'on me dise ce que c'est. Ça veut dire, je termine, que à mon sens, il y a des petites mésententes, des petites orientations au sein de l'équipe qui pour le moment sont divergentes. Alors vous m'avez dit hier en sortant quand on s'est retrouvés en sortant de la zone mixte, c'est changé au LOSC, ça parle. Et alors s'ils vous entendent, ils vont plus parler du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur dire bravo les copains, vous êtes géniaux, vous êtes super. Moi je m'en fous qui parle ou qui parle pas, Christian. Je suis pas là pour savoir si les joueurs parlent ou parlent pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi une équipe fonctionne pas, est-ce qu'il y a des divergences. Moi je vous dis qu'aujourd'hui Bamba il dit le contraire de ce que dit José Fonte. Voilà. Donc vous laissez supposer qu'il y a... J'en sais rien. En tout cas, ils n'ont pas la même vision de l'échec, des raisons de l'échec à Reims. José Fonte a aussi dit qu'il va falloir jouer beaucoup plus groupé et collectif et en même temps. Mais parce qu'il estime qu'il a été abandonné, pour revenir sur ce que dit Tony, il a été abandonné sur des phases de repli défensif et qu'à un moment donné, à 36 balais, si devant vous, on ne fait pas le boulot et sur les côtés, on ne fait pas le boulot défensif, vous êtes abandonné à votre propre problème. On ne perd pas. Bradaric n'a quand même pas fait un mauvais match. Non, il sauve une balle sur la ligne en première mi-temps. Je parle de ceux devant qui font pas le travail défensif. Ceux devant, c'est le nouveau. Les attaquants. C'est les attaquants, les milieux de terrain. Renato Sanchez qui vient d'arriver. Voilà. Et Benjamin André qui a été sorti. Alors, juste un mot, François. Benjamin André, il a dit un truc très intéressant. Il a dit on est une équipe très jeune et on l'a vu dans ce match-là. On n'a pas été assez patient, pas assez intelligent. On n'a pas assez monopolisé
monopoliser le ballon sans trop se précipiter parfois, et on aurait dû faire un 0-0, comme à Amiens, il y a 15 jours. N'oublions pas qui est parti cet été du LOS, c'est le mercato. Ils ont perdu Nicolas Pepe, ils ont perdu Thiago Mendes. Ce ne sont pas des joueurs que vous remplacez. Osimhen, il va remplacer Nicolas Pepe. Non, Osimhen, c'est pas du tout le même poste. Osimhen, il remplace Léao, Osimhen. Mais Pepe, il se remplace pas comme ça, et Mendes au milieu de terrain, il se remplace pas comme ça. Donc on va attendre de voir. Il faut encore du temps avant de véritablement juger de la valeur de cette équipe. Aujourd'hui en Ligue 1, au bout de 4 journées, toutes les équipes de Ligue 1 ont déjà perdu au moins un match, qui n'arrive quasiment jamais. Voilà. Donc ça veut dire que tout le monde est en réglage et qu'il faut encore attendre avant de se faire une opinion. On change de sujet, on reste au LOSC. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Marc ? Oui, simplement pas pour dire un peu sur ce que vous dites, c'est aussi qu'effectivement Christophe Galtier actuellement, il est en train de travailler avec un nouveau groupe, et c'est que vraiment avec la fin du mercato, ce groupe va pas pouvoir travailler. Cette semaine, il va encore coller du retard puisque c'est la trêve internationale. Ouais. Il y a 10 joueurs du LOSC qui partent en sélection, quasiment tous les titulaires. Donc encore une semaine de retard. Donc ça va être juste pour être prêt pour le premier match de Coupe d'Europe. À ce propos, on va entendre Iconé. Oui, mais on peut pas être heureux d'avoir des bons nationaux et des bons joueurs donc qui sont sélectionnables et puis les voir partir. Allez, 19h34, on reste au LOSC et vous avez eu un petit débat entre vous deux, entre François et Tony. On va parler de la Ligue des Champions, la poule. La poule. Alors, avant de vous demander votre avis, on a demandé l'avis à Christophe Galtier sur cette poule. L'Ajax, on rappelle, l'Ajax, Chelsea et Valence. Écoutez l'avis et après vous direz, comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que pense le coach lillois. On est vraiment les petits poussés. En plus, on nous avait bien mis en bas où il fallait, en bas à droite. Le groupe, c'est le vainqueur de l'Europa League, Chelsea, qui a l'habitude de cette compétition-là. Vainqueur en dernier. Le demi-finaliste, l'Ajax. Même s'il y a eu beaucoup de notifications chez les uns et chez les autres. Chelsea, il y a eu un changement d'entraîneur avec le retour d'un joueur emblématique du club et qui a fait aussi une grande saison en Championship l'année dernière. L'Ajax, champion en titre et demi-finaliste de cette compétition. Il y a eu des mouvements, mais ça reste quand même toujours cette formation, cette académie de l'Ajax avec le jeu ne changera pas. Et Valence qui a fini 4e la saison dernière et qui a l'habitude de voir des compétitions européennes. Donc nous là-dedans on est le petit poussé. Pour surprendre personne, on va se comporter comme un petit poussé. C'est-à-dire y aller avec beaucoup de culot, beaucoup d'enthousiasme, avec l'envie de vivre cette compétition, parce que la vivre c'est un privilège, mais avec l'envie de se qualifier. Chez nous en Coupe de France, les petits poussés vous font de grandes surprises. Voilà, c'est clair. On va y aller sans a priori. Il a raison parce qu'il y a un coup à jouer. Alors vous allez me dire, vu le début de saison du LOSC, c'est allé un peu trop vite en besogne, mais il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est dans cette poule, il n'y a pas une immense équipe. Il n'y a pas Liverpool, il n'y a pas City, il n'y a pas le Barça, il n'y a pas le Real, et il n'y a pas le Bayern. Moi, donc, je pense que c'est un tirage plutôt intéressant. Chelsea fait pas des grands débuts en Première Ligue, ils sont au milieu de tableau avec un nouvel entraîneur, Frank Lampard, et une équipe qui n'a pas pu recruter, ils ont été interdits de recrutement. L'Ajax a quand même perdu des joueurs importants. Il garde une grosse ossature quand même. Même si je pense que c'est le favori de la poule, clairement. Et Valence, contre lequel il a toujours eu des difficultés, mais évidemment qu'il n'est pas favori, évidemment que ça va être compliqué. Mais évidemment. A une carte à jouer. Moi je pense qu'il a une carte à jouer. Moi je crois qu'il faut en foot, vous savez. Non mais si vous étiez tombé dans la poule avec Barcelone, la poule jeu. Oui, mais c'était même pas la peine d'y aller. Non mais là je veux dire, il faut faire attention quand il y a des poules au nom des clubs. On dit l'Ajax, Chelsea. OK. J'ai regardé le match de Chelsea à la télé. On peut impressionner. Chelsea, ça fait pas peur. L'Ajax, belle équipe l'année dernière. Surprenante même, surprenante, mais avec des départs très importants, mais avec une formation, on l'a dit François, mais moi je crois que Valence, c'est le 4e, mais le 4e en Espagne, c'est loin par rapport aux 3 premiers qui caracolent en tête. Attention quand même, Valence, ils ont gagné la Coupe du Roi contre le Barça. Oui, peut-être un Barça démobilisé à l'époque. Non, mais je crois que Lille, s'il joue pleinement son jeu, il peut surprendre. Je ne serais pas surpris de les voir qualifiés, parce qu'il faut, bien sûr que si on s'arrête au nom des clubs qu'on va rencontrer, c'est même pas la peine d'y aller. Mais je crois que entre le nom d'un club et l'équipe actuelle, c'est ça qu'il faut analyser. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que je trouve que les Lillois sont un peu courts
pas très affûté physiquement. Au niveau de la préparation, est-ce qu'ils se sont préparés pour être en forme au mois de septembre? Mais Benjamin André l'a aussi dit après Reims, il dit on a manqué de jus, on a manqué d'énergie, on a manqué contre Saint-Etienne, ils courent comme des lapins. Écoutez, je vous dis ce que Benjamin André a dit, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nervosité aussi chez les joueurs lillois, ce qui est surprenant. Jean-Marc Devray, vous voulez dire quelque chose? Non, je veux simplement vous dire que on va pas tarder à parler du pas de tapis. On va reculer un peu là. Voilà, reculer un peu. Ouais. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, sur le papier, effectivement, le LOSC et l'équipe, le petit poussé, mais justement, ça peut être l'avantage, c'est-à-dire, on peut compter par exemple sur l'arrogance, notamment des Anglais qui prennent toujours les Français pour des ploucs, et notamment ce club du LOSC. Et voilà, et effectivement, les prendre de haut. Ce que risque de faire aussi l'Ajax Amsterdam, qui n'est pas l'équipe de l'an passé, puisqu'on l'a vu, le parcours préliminaire n'a pas été fameux au niveau de la qualification. Et puis Valence, les clubs espagnols aussi, super. Et ça peut jouer en faveur du LOSC. Après, ça dépend ce que vise le LOSC. Est-ce qu'on parle d'une qualif directe en 8e de finale de Ligue des Champions ou d'une 3e place qui permet de rester en Ligue Europa? Je pense qu'il ne faut pas non plus se voir trop beau trop vite. Les 2 dernières campagnes de Ligue des Champions ont été catastrophiques de la part du LOSC. Donc il y a aussi... Surtout la dernière, surtout la dernière. Il y aura aussi une image à redorer et essayer de continuer l'aventure, au moins de passer l'hiver et d'aller jouer encore en Ligue Europa, ou voire mieux, là ce serait exceptionnel, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Dernier petit sujet, on va le faire vite là, à propos d'Ikoné. Ikoné qui est première sélection en équipe de France, même si on rappelle qui a été sélectionné dans toutes les sélections des jeunes. C'était, moi j'ai découvert, je savais pas. C'est le grand copain, il y a un grand copain d'enfance qui a été formé avec lui, avec Mbappé. À Paris, oui. À Bondy, ouais. Mais les familles, c'est la formation du PSG. Ouais. Non mais les familles se connaissaient, ils étaient voisins. Bon, il est sélectionné, on va écouter pour ceux qui ne l'ont pas entendu, comment il a, c'est intéressant, c'est marrant d'abord, comment il a appris sa première sélection en équipe de France. Franchement, j'ai été surpris. Je m'y attendais pas. C'est un collègue à moi qui m'a informé, Mike Maignan. Je le croyais pas même, Mike Maignan. Donc, et après, j'ai reçu plusieurs notifications, les membres du staff et le coach aussi qui m'a félicité. C'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment vrai en fait. Je suis vraiment très très heureux. C'est les 23 que le coach a choisi. C'est toujours un plaisir de travailler pour l'équipe de France. Je suis en sélection depuis jeune et c'est un rêve pour tout le monde. Et là, c'est un rêve qui s'accomplit et j'espère que ça va continuer. Mais en tout cas, je suis fier de notre parcours de l'année dernière et j'espère que cette année, on va faire une très bonne saison et j'espère briller avec l'équipe de France et montrer que j'ai envie de faire quelque chose avec cette sélection. Voilà, c'est donc avec cette bonne nouvelle de la sélection de Jonathan Ikoné que nous avons fermé cette partie sur le LOSC. Dans quelques instants, enfin à la fin de l'émission, nous allons parier sur les pronostics de... Alors il n'y aura pas, à cause de l'équipe de France, de match de championnat. Alors Christian, on va parier sur quoi? Alors c'est pour ça que on a perdu un peu de temps parce que je savais que j'allais le récupérer dans le Palcapif. Parce qu'on va faire qu'un pronostic, on va pronostiquer le match de ce soir. Lens qui se déplace à Grenoble, simplement, mais surtout je vous demanderai de donner le score. Voilà. Maintenant, on va passer à la revue du net. Trois infos, Jean-Marc. Voilà. Donc 3 infos, alors je le disais tout à l'heure, on va parler de la fin du mercato puisque c'est la tradition maintenant. Tous les sites internet qui suivent le football font un suivi quasiment minute par minute jusqu'à 23h59, donc fin officielle du mercato en France mais aussi dans d'autres pays. Et donc on va suivre les dernières informations qui concernent quand même nos clubs. On parle surtout du côté de Lens, et bien du départ probable de Jean-Kévin Duverne. Alors ce serait apparemment la fin d'un feuilleton de l'été et c'est l'info qui d'ailleurs vient, je me tourne vers François Launay de 20 minutes. Donc Jean-Kévin Duverne qui a dû reprendre l'entraînement avec Lens après la décision de la commission juridique de la Ligue, finalement pourrait signer pour 4 saisons à Nantes et là ça se ferait un peu sous la forme d'un échange avec Thomas Basile qui viendra à Lens. C'est plus d'actualité, Basila ne viendra pas à Lens et Jean-Kévin Duverne est surtout proche de rejoindre le club de Brest en Ligue 1. Pas très loin de Nantes finalement, mais voilà, ça n'arrête pas de bouger. Maintenant, la destination prioritaire pour Duverne serait Brest. On rappelle aussi que Duverne était en bisbille avec ses dirigeants depuis cet été, où lui estimait qu'il était en fin de contrat. Ses dirigeants disaient qu'il lui restait 1 an. C'est quand même allé jusqu'à la Ligue. Ça prouvait l'ambiance qu'il y avait entre les dirigeants et Jean-Kévin Duverne. Donc ce départ ne semble pas très illogique. Et arrange aussi les dirigeants lensois, puisque c'est un transfert. Voilà. Et puis il y avait aussi l'affaire Chouillard. Alors je ne sais pas où on en est, Benoît.
En tout cas, juste pour terminer sur Duverne, ils vont quand même aller au pénal. La procédure va continuer parce qu'ils estiment d'un côté qu'il y a eu un faux ajout au contrat de travail. Mounir Chouillard, lui, il a une envie folle de partir. Monaco a fait une proposition à 7 millions d'euros. Mais je pense que le Racing Club de Lens a bien compris qu'il avait une poule aux œufs d'or. Donc peut-être qu'on fait monter un petit peu les enchères. Il commence à le faire jouer titulaire. Sur les dernières heures. Non, mais il a joué titulaire. C'est depuis qu'il est en. Non, remplaçant, il est rentré à marquer deux fois. Non, il était titulaire dans l'esprit de Philippe Montagnier, et depuis qu'il a le bruit des sirènes dans les oreilles, effectivement. Les 2 premiers matchs championnat, il était sur le banc. Il rentre, il marque. Il est plus, moi je ne peux pas vous dire s'il va partir ou pas. Ce que je sais, c'est que Philippe Montagnier l'a clairement dit, il n'a pas du tout envie de voir partir Mounir Chouillard, parce que cette attaque lensoise, sans Gomis, sans éventuellement Chouillard, en confiant la responsabilité à Benza, ça me semble très léger pour la suite de la saison. Mercato, vous connaissez bien, Cédric? Un petit peu. La dernière rumeur pour Chouillard, ce serait Dijon. Donc en termes de poule aux œufs d'or, peut-être mieux Monaco. Ouais, Monaco, ils vont arrêter de faire des bêtises quand même, non? Voilà, donc on va suivre ça jusqu'à minuit. Deuxième information du web, il fait un peu le buzz justement sur tous les sites actuellement, mais c'est Benjamin Pavard, qu'on connaît bien. Il a quitté Stuttgart pour signer au Bayern. Il vient donc ce week-end de marquer son premier but, et pas n'importe quel but. C'est tout simplement la copie conforme du but qu'il a marqué contre l'Argentine en Coupe du Monde. Donc un but je vous laisse deviner le mot, vous le connaissez bien. Et puis ce but passe régulièrement en boucle maintenant sur tous les sites internet. Alors c'est de bon augure pour notre ami Benjamin Pavard, puisque Didier Deschamps lui conserve sa confiance. Il est actuellement à Clairefontaine pour préparer les matchs contre l'Albanie et Andorre. Puis on a remarqué aussi qu'il a changé de coiffure, il a coupé ses cheveux. Il ne ressemble plus désormais à Jeff Tuch. Il va avoir une femme là-dessous. Non, il a changé de compagne aussi. Il a changé de compagne aussi, mais ça remonte déjà quelques semaines. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Mais tout cela ne nous regarde pas. Aussi. Et puis ma troisième information, elle concerne un joueur qu'on a bien connu à Valenciennes, c'est Renaud Coad, qui a fait des beaux jours de Valenciennes, notamment à l'époque de la Ligue 1. Numéro 24, j'aimais bien ce joueur. Voilà, et c'est un joueur à la fois très sympathique et très efficace, puisque comme l'a remarqué le site SoFoot, qui lui a consacré un article qui était abondamment cliqué, c'était avant le match du PSG contre Metz, le journaliste l'a comparé à Marco Verratti, qui est un peu son équivalent au niveau du poste. Le journaliste dit carrément que notre ami Renaud Coad a carrément un Verratti dans chaque orteil, et pour ça il se base sur les statistiques respectives des deux joueurs et sur l'ensemble de sa carrière. Effectivement, Renaud Coad montre une efficacité plus forte que celle de Marco Verratti, mais c'est vrai qu'il n'a pas joué dans les mêmes clubs. Il n'a pas de mal, il marque un but tous les 2 ans, Verratti. Je l'ai toujours trouvé très bon. Et Verratti, très moyen. Voilà, donc c'est terminé pour cette revue du web. Et on va pouvoir apporter maintenant le 3e thème, Christian, consacré au Racing Club de Lens. Oui, Lens qui joue ce soir, c'est en direct sur France Bleu Nord. Tribune sang et or. Allez, je rappelle les grandes personnalités autour de la table. Je commence avec vous, Tony Giaquinto, ancien joueur et directeur sportif, François Launay, le journal 20 minutes, Cédric Van Gotem, agent de joueur, Benoît de Cauvillé, Médiacité. Vous auriez pu être agent de joueur aussi, vous. Et puis Jean-Marc Devray, mon collègue de France 3. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas de Calais. À méditer. Alors, Lens, je vous dis, ça suit. On aura d'ailleurs dans quelques minutes, il est là. On fait signe, Cécile me fait signe qu'il est là. Nous aurons Sébastien Riglet, c'est le joueur, le commentateur, le Launay de Grenoble, qui va commenter le match pour nous. On l'aura dans quelques instants. Alors, moi, je regardais là. Donc, il y a une journée, Lens n'a pas joué, étant donné que Lens joue ce soir. Lens est déjà, mon cher Benoît, vous m'écoutez, Lens est déjà 13e avec 7 points. Oui. Ce qui veut dire que si Lens ne gagne pas, et c'est pas fait d'avance, ça va commencer, ils vont commencer déjà à s'éloigner de... Mais de toute façon, Christian, ça y est, Lens s'est éloigné du haut de tableau avec les derniers résultats. Définitif déjà coup, non, pour le moment. Pour le moment, Lens s'est éloigné du début de tableau. Je vous dis pas que ça va rester comme ça, que ça va s'améliorer ou pas, j'en sais rien. Mais pour le moment, Lens s'est éloigné au vu de ses derniers résultats. Excusez-moi, la défaite à domicile contre le Havre, elle a quand même montré énormément de carences dans plusieurs secteurs du jeu. Le Havre est costaud. Oui, le Havre est costaud, mais ça veut dire que Lens n'est pas costaud comme le potentiel leader de Ligue 2, donc c'est inquiétant. Et puis je vous dis, il y a des absences
On a vu tout à l'heure, on parlait de la lenteur éventuellement de la défense centrale, la charnière centrale de Lille. Excusez-moi, mais à Lens, c'est pas Saint-Étienne, mais José Font, on parlait précisément, mais à Lens, c'est pas extraordinaire. Voilà, le gardien, moi j'ai émis des doutes depuis une éternité. On a laissé partir des milieux de terrain et on conserve 3 garçons qui ont certainement du talent, mais Mesloub, Gillet et Cahuzac, à eux 3, ils ont notre âge réuni, Christian Palka. Donc à un moment donné, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand on voit les athlètes dans le milieu de terrain à vrai, à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'il faut pour réussir, pour sortir de la Ligue 2 vers la Ligue 1. Et tout à l'heure, voilà, et puis devant, à part Sotoka qui est arrivé. Bon, voilà, je trouve que cette équipe... Qui est plus cette équipe n'a pas été énormément renforcée. Et puis, je trouve même qu'elle est un tout petit peu affaiblie par rapport à la saison dernière. Je suis d'accord avec vous. Donc, elle est à sa place. J'ai pas compris, enfin si, je comprends l'aspect financier, mais j'ai pas compris cette fin de mercato du côté lensois, en fait. Moi non plus. Laisser partir Gomis, laisser partir Mounir Chouillard. Peut-être Chouillard. Déjà Gomis. Mais Gomis, déjà, c'était quand même quelqu'un qui a marqué plus de 10 buts la saison dernière. Après la défaite à 3, on a discuté avec Ariel Mendy, on a discuté avec plusieurs joueurs, avec Gillet. C'est grave, c'est inquiétant. Deuxième défaite, non, rien d'inquiétant. Ce qui est assez bizarre, c'est que Philippe Montagnier, les barrages se terminent. Il y a une espèce d'euphorie à Lens. Rappelez-vous, le mercato commence quelques jours plus tard et on nous annonce 4 joueurs d'un coup, en disant tout le monde se dit Lens est en train de préparer de belle façon sa saison, les joueurs arrivent, voilà, c'est une équipe qui prend de l'avance sur sa préparation, sur son début de saison, et c'est encourageant en vue de la saison prochaine. Et là, dans ces 10 derniers jours, on a l'impression que ça part dans tous les sens, que ça achète, ça vend, que ça change d'avis au dernier moment. Et en fait, on a du mal à saisir la ligne directrice, au-delà évidemment de l'aspect financier. Il y a une ligne. C'est assez bizarre. Il y a une ligne. La ligne, c'est le propriétaire qui a mis une somme. L'aspect financier, c'est ce que je dis. Mais il y a l'aspect sportif aussi. Oui, je sais. Mais pour une équipe qui est censée jouer la montée, pour l'instant, c'est plutôt. François, on a dit ici lundi dernier à ce micro que Joseph Ougourlian, qui est plutôt un pragmatique, un vrai financier londonien, Ougourlian, un vrai financier londonien, réfléchi, la tête sur les épaules, la semaine dernière, il a commis, depuis son arrivée au Racing Club de Lens, sa première énorme erreur de communication en disant, lors de la soirée avec les partenaires, en disant, cette année, l'objectif absolu, c'est la montée en Ligue 1. On dit jamais ça quand on est en Ligue 2, etc. Donc, je pense que lui-même, le propriétaire, qui n'est pas un grand connaisseur de foot, qui le dit, qui est un grand connaisseur de chiffres, de finances, il s'est piqué à l'ambiance lensoise, il adore l'ambiance de Bollaert, à juste titre, il fait même des déplacements, mais j'ose espérer qui continue d'écouter les conseillers sportifs de son club. Mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils aujourd'hui ? On n'écoute plus du tout la cellule de recrutement de l'ère Martel. On a fait partir Éric Roy, on a fait partir, il n'y a plus de directeur sportif. Donc c'est Philippe Montagnier en fait. Et puis son nouveau coordinateur technique, mais qui n'a pas forcément... J'ai toujours son nom. Il vient de Lorient, non ? Oui, qui était à Lorient, mais... Ghisolfi. Voilà, Ghisolfi. Et donc, moi je demande aujourd'hui quelle est la véritable structure à la tête sportive de ce club et qui a décidé des choix de départ et d'arrivée. Jean-Marc Devray avant d'aller à Grenoble. Voilà, alors, juste un petit motif d'espoir quand même sur le match. J'y étais de mercredi en Coupe de la Ligue. On a vu quand même une réaction d'orgueil avec surtout une équipe bis, puisque c'était quand même Philippe Montagnier fait beaucoup tourner. Et Clermont qui fait aussi. Voilà, une très bonne équipe de Clermont. Et donc on a vu quand même une véritable réaction d'orgueil. Et surtout toujours l'équipe bis qui est meilleure. Et justement, ce qui fait que Philippe Montagnier a des solutions de secours. Non, mais c'est même pas des solutions de secours. Moi j'ai l'impression que l'équipe bis elle est meilleure que l'équipe A. C'est l'impression que j'ai eu aussi. Le petit Boli, je sais pas pourquoi il le met pas. Le petit Ducrot, il va jouer le petit Boli à force de se dépeupler au niveau offensif. C'est que les dirigeants ne s'appuient pas sur la ferveur populaire. C'est un club qui fait 25-30 000 personnes en D2. Ils sont pas capables. Qu'est-ce que les supporters vont avoir avec les résultats ? Pardon. Quand t'as la chance, en deuxième div, Tony, il pousse. Si, quand même. Il pousse à domicile. Il faut leur boulot. Mais si on arrête. Là, juste un mot, à l'extérieur, on parlait de Valenciennes, il y avait une sponde entre le public. Pourquoi ? Parce que les joueurs, ils courent. Et ça correspond à la mentalité de Valenciennes. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand j'entends des joueurs de Lens dire « Oh,
On a beaucoup de pression à Bollaert. Il ne faut pas bien jouer à Lens. Hein. Sébastien Réglé. Sébastien Réglé, vous êtes là? Oui, je suis là. J'ai en plein milieu de votre débat animé. J'ai eu du mal à vous placer parce qu'il y avait un. Voilà, c'était parti Corlonnet. C'est toujours ma faute. Voilà, tout le monde s'y met. Alors, dites-nous. Bon, là, on vient de parler beaucoup de Lens, là. Mais je sais que vous connaissez très très bien Grenoble. Est-ce que c'est une équipe à craindre, Grenoble? Est-ce que c'est une équipe à craindre? Je vous aurais dit ça l'année dernière, je vous le dirai un petit peu moins cette année. C'est vrai que le début de saison de Grenoble laisse à désirer, d'autant plus que là c'est très incertain en ce moment. Dans les dernières heures du mercato, Grenoble va sans doute perdre son joueur le plus important, son milieu de terrain, sa pièce maîtresse, Youssouf Mchangama, qui ne sera pas là ce soir d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison et conséquence, Grenoble, c'est 8 buts encaissés, seulement 5 buts marqués, 16e du championnat, le GF38. Autant vous dire que voilà, le GF38 ce n'est pas vraiment un début de saison prometteur. Et je vous entendais parler tout à l'heure de Lens, effectivement, et de son classement qui est un peu trompeur quand même, parce que si Lens venait à gagner ce soir, Lens n'aurait plus qu'un petit point de retard sur la 5e place de barragiste. Donc c'est vrai que c'est un tournant peut-être pour Lens. Ce match est important parce que si Lens perd, Lens peut vraiment se retrouver largement dans le ventre mou, mais s'il y a victoire, ils peuvent largement aussi se relancer. Donc c'est un match important, mais Lens peut se méfier de Grenoble, oui et non. Je pense que l'attaquant Florian Sotoka, côté lensois, ancien grenoblois, il aura à cœur de marquer, et je peux mettre une petite pièce. Moi je pense que je serais prêt à parier que Sotoka va marquer ce soir face à son ancienne équipe. Et d'ailleurs il pourra compter aussi sur pas mal de supporters, Florian Sotoka et ses coéquipiers, qui auront 300 supporters derrière eux, les Lensois qui ont fait le déplacement en nombre ce soir pour ce match au Stade des Alpes. Merci Sébastien Réglé, vous serez, voilà, il faut l'écouter à partir de 20h45, coup d'envoi, c'est lui qui va faire le match pour nous. Alors en direct, il paraît qu'on dit pas en direct, mais là je le dis moi, en direct et en intégralité pour vous, auditeurs de France Bleu Nord. Voilà, 19h55, on va bientôt, on va passer au Palcapif. On va passer au Palcapif. Le Palcapif. Alors voilà, déjà je vous rappelle les résultats de la première émission la semaine dernière. On pronostiquait sur 3 matchs, donc Guingamp-VA, Lens-Clermont et LOSC Saint-Etienne. Et surprise, je le dis, c'est Christian qui est en tête avec 2 bons résultats. C'est bon, ça fait personne fois moi je vous préviens, j'ai pas le taille-off modeste. Non. Et l'autre surprise, c'est que le dernier, il nous a pas habitués à ça. C'est Benoît de Quevilly qui a pronostiqué 3 défaites et donc qui marque 0 points. J'ai gagné la saison dernière, mon cher Christian. Écoutez-moi. Alors là, c'est la preuve flagrante que. Il faut pas, on n'est pas obligé d'être connu. Comme quoi. Les pronostics, c'est le coup. Évidemment, c'est la Comme il faut les courses. Vous avez gagné autant de temps pour vous. C'est comme le loto. Cela dit, ça n'est que la première journée, donc franchement, ça faudra juger. Moi, j'ai marqué comme les autres, à poids, donc voilà. Je suis deuxième ex-aequo, mais la saison ne fait que commencer. Donc ce soir, bravo à qui a trouvé la victoire de Valenciennes c'était à Guingamp. Ouais, il fallait le trouver. Qui l'avait trouvé? Mais personne ne l'a trouvé, justement. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y avait 2 qui ont essayé le nul, c'est moi et donc vous, Christian. C'est ambitieux. Vous avez déjà joué une défaite d'un club nordiste, Christian, ou ça n'arrive jamais? Voilà. Mais il veut toujours se faire inviter. Il veut toujours se faire inviter par les clubs. En tout cas, ce soir, il n'y aura qu'un seul match. On l'a entendu, ce sera sur Grenoble-Lens. Donc c'est pour ça que je vais vous demander de me donner en plus un score précis. On commence avec vous, Christian. Alors, écoutez, moi je vais dire, il faut que Lens gagne. Alors, je veux dire, Lens vainqueur par un petit score 1-0. Très bien. Alors, Benoît, vous 0-0. 0-0. Cédric Van Goten 1 partout. 1 partout. François Launay. J'allais dire 1 partout, mais je veux dire, allez, 2-1. Ouais, non, 1 partout aussi. Ouais, complètement. Vous ne voyez pas beaucoup. Pas le capif. J'allais dire match nul, mais je vais dire Grenoble 1 et Lens 0. Voilà, donc finalement, personne ne se bouille beaucoup, donc on verra les résultats la semaine prochaine. Je rappelle qu'il n'y aura pas de match de championnat ce week-end à cause de la trêve internationale. Voilà. Il y a juste un Valenciennes-Lille en amical. Oui, mais il y a à huis clos. À huis clos à Luchat. Mais il y a une tribune d'or la semaine prochaine. Je voudrais finir avec d'abord on va revenir sur le national, Dunkerque. Super. Dunkerque qui a battu Toulon de 1, 5 victoires consécutives. Dunkerque est en tête. Boulogne qui a battu Avranches 1-0. Donc Dunkerque est premier avec total des points, 15 points. Pau deuxième avec 11 points. Et Boulogne est 7e
avec 7 points, je crois. 7 points, voilà, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. 6-7 points, voilà, c'est ça. Je voudrais dire un mot. C'était à l'origine, c'était mon carton jaune. Et puis après, j'ai pensé que je m'étais dit que j'allais faire Teddy Chevalier. Mon carton bleu, carton jaune, carton bleu. Un mot sur notre ami Farouk Hadzibegic. Vous avez vu il vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe du Monténégro. Il a remplacé Tumbakovic, qui a été licencié en juin. Alors, c'est pas étonnant dans ces pays là-bas. Vous savez pourquoi il a été licencié en juin ? Non. Parce qu'il avait refusé que l'entraîneur du Monténégro, il avait refusé que son équipe rencontre le Kosovo. Ah ouais. Alors là, je suis dégagé dehors. Voilà, c'est là. On rappelle que Farouk a entraîné Valenciennes, mais il a entraîné aussi Dijon, Sochaux. Et puis ça a été surtout... 3. Et ça a surtout été un énorme joueur. Défenseur. Énorme joueur. Un poète. Capitaine de l'équipe de Capitaine, un poète. Voilà. Quart de finale. Un poète devant l'éternel. C'est lui qui a un penalty. Il a un penalty contre l'Argentine. À l'époque de la Yougoslavie, et la grande équipe de Yougoslavie. C'était une sacrée équipe. Voilà, donc cette émission est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Tribune Nord, même pendant la trêve.